Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. C'est un honneur de clôturer la dernière conférence de ce festival Scientilivre sur les couleurs. Alors hasard de la programmation, je sais pas. En tout cas, je pense que cette conférence sera pertinente puisque à avoir écouté les autres interventions de cette édition, je me rends compte que voir les couleurs par le biais de l'écologie scientifique fait un petit peu le point sur tout ce qui a pu être expliqué au fur et à mesure des différentes interventions, que ce soit la couleur, la lumière, la physique, les pigments, etc., etc. On va un petit peu revenir sur tout ça pour comprendre quel est le sens des couleurs dans le vivant. Pourquoi y a-t-il autant de couleurs sur Terre, finalement? On peut expliquer comment elles sont là, comment elles apparaissent, comment notre cerveau les traite, mais pourquoi il y a autant de couleurs? Alors pour commencer cette histoire, il va falloir revenir un petit peu en arrière, revenir quelques années en arrière, environ 2-3 milliards d'années en arrière, à l'époque où la planète Terre ne ressemblait pas vraiment à la planète d'aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit sur cette photo d'époque, c'était pas vraiment la même planète. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de vie terrestre, il n'y avait pas vraiment de vie pluricellulaire non plus. La vie, c'était des petites cellules qui barbotaient dans un océan rempli de volcans. L'atmosphère était également très différente. Le tout baigné dans la lumière du soleil. La lumière, en fait, c'est de là que tout part. Alors, petit point, qu'est-ce que c'est que la lumière? Alors, d'un point de vue physique, voire quantique, la lumière, on vous dira que c'est un rayonnement électromagnétique avec une dualité qui peut être à la fois une onde, à la fois une particule. Nous, on va surtout se concentrer sur l'aspect ondulatoire de la lumière. La lumière, il faut le voir comme une onde, comme une onde avec une certaine fréquence. On a ici donc tout un gradient de fréquence. Les ondes sont caractérisées donc par la longueur d'onde, c'est-à-dire l'écart qu'on va avoir entre les différents pics d'ondulation, qui peuvent être plutôt grands pour des ondes moins énergétiques et plutôt resserrés pour des ondes très énergétiques. Nous avons donc la lumière représentée sur un spectre électromagnétique. Ce spectre, nous, on en perçoit juste une toute petite partie. Le spectre est extrêmement étendu. Ce que nous, on appelle les couleurs, c'est ce qui va représenter la portion visible. Donc on va parler du spectre de lumière visible. C'est cette image bien connue, hein, quand on envoie de la lumière blanche dans un prisme qui va ensuite se diviser dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça représente, nous, les couleurs qu'on peut voir. Chaque couleur est une onde lumineuse avec une certaine fréquence, avec un certain écart de longueur d'onde. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on ne voit pas n'existe pas, bien entendu. Alors, ces ondes, on les connaît, hein, même si jamais on ne parle pas forcément de lumière, ça reste un peu la même entité physique, on parle toujours de spectre électromagnétique. Pour les ondes qui ont les plus grandes longueurs d'onde, ce sont les ondes radio, qui ont des écarts entre les crêtes de l'ordre du kilomètre. On a ensuite des micro-ondes, ensuite de l'infrarouge, et là on arrive sur les frontières de ce que nous, humains, on peut percevoir. On entre ensuite dans le spectre de la lumière visible, donc le rouge, etc., jusqu'au bleu-violet. Ensuite, on descend jusqu'à l'ultraviolet, pareil, qu'on ne perçoit pas. Puis, au fur et à mesure que le rayonnement devient de plus en plus fort, avec des écarts de plus en plus petits, on arrive dans les rayons X jusqu'aux rayons gamma. En fait, ça signifie tout simplement que tout ceci, c'est plus ou moins la même chose. Et que si nos organes de perception, si nos yeux étaient capables de voir au-delà du spectre visible que nous avons ici, on pourrait voir des ondes radio. On verrait les ondes radio plutôt que les entendre, ce ne sont pas des ondes sonores. Alors, ces ondes, elles ont la particularité, comme je l'ai dit, d'être un petit peu énergétiques quand elles sont avec des fréquences assez fortes, notamment pour les rayons X ou les rayons gamma. En tout cas, on en entend parler, on le sait, les rayonnements gamma ou les rayonnements UV peuvent être néfastes pour la santé, pour la simple et bonne raison que ces ondes-là peuvent interagir aussi avec le vivant, en tout cas avec les structures chimiques et moléculaires. Alors, pour nous, on essaye de s'en protéger un petit peu de ces rayonnements, mais si jamais on se replace dans le contexte de la planète Terre il y a quelques milliards d'années, à cette époque-là, pour des bactéries qui vivaient dans les océans baignés de lumière, avoir une onde énergétique qui arrive de l'espace, ça pouvait aussi représenter une certaine forme d'aubaine. Une énergie qui arrive comme ça du ciel, c'est aussi une énergie qu'il est possible d'exploiter. Et c'est à ce moment-là donc qu'apparaîtront les premières formes de photosynthèse notamment. Sur cette photo, ça a l'air de rien, on a pourtant ici les traces des premières formes de vie qu'on avait sur Terre. Donc ces structures qu'on appelle des stromatolites sont des structures minérales
qui sont les traces d'existence des premières cyanobactéries. Que vous avez peut-être déjà entendu parler, ces cyanobactéries faisaient partie des premiers organismes à faire de la photosynthèse, c'est-à-dire à utiliser l'énergie de la lumière pour fabriquer des molécules organiques qui servaient à leur fonctionnement. Ces cyanobactéries d'ailleurs qui ont permis dans la Terre ancestrale de transformer totalement l'atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère de l'époque qui était remplie d'un volcanisme très très concentré en dioxyde de carbone. Ces cyanobactéries, en utilisant la photosynthèse chlorophyllienne, captaient le carbone de l'atmosphère et le relâchaient sous forme de dioxygène, ce qui a fait qu'on a aujourd'hui les proportions atmosphériques que l'on connaît. Alors je parlais de photosynthèse chlorophyllienne, en vrai on devrait plutôt parler de photosynthèse au pluriel, puisque la photosynthèse, je l'avais expliqué, c'est le fait de récupérer de l'énergie lumineuse pour un processus métabolique visant à créer des molécules qui serviront au fonctionnement d'un organisme. Nous on parlait de chlorophylle, mais la chlorophylle c'est loin d'être le seul pigment qui permet de faire ça. On le voit par exemple sur cette image, il y a aussi d'autres bactéries qui peuvent faire de la photosynthèse et qui apparaîtront plutôt d'une couleur violacée. Parce que tout simplement, elles ne capteront pas les mêmes lumières, elles ne se serviront pas des mêmes ondes du spectre lumineux. Rappelez-vous de ce spectre qu'on voyait, certaines portions vont être exploitées et pas d'autres, ce qui nous renvoie à une autre couleur. Et à l'époque des cyanobactéries sur la Terre ancestrale, avant que la photosynthèse chlorophyllienne s'impose, eh bien, il pouvait y avoir différentes photosynthèses avec différentes couleurs qui apparaissaient. L'important pour ces formes de vie, on ne connaissait pas non plus parfaitement l'atmosphère non plus, donc quel type de lumière filtrée, etc. L'important pour ces formes de vie étant d'arriver à trouver le meilleur compromis entre l'énergie captée, il fallait que l'onde soit suffisamment énergétique pour avoir un intérêt, mais non pas non plus trop pour ne pas détruire les tissus organiques. Et donc il fallait trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu, c'est trouvé plus ou moins autour du spectre visible, entre les infrarouges et les ultraviolets. Et un petit peu étendu. Ces bactéries pourpres, on les retrouve encore aujourd'hui, notamment au niveau de certaines sources de soufre, ou même on peut en avoir des proliférations dans certains lacs. Peut-être que vous avez déjà vu des images de lacs pourpres. Ce sont encore des bactéries qui existent et qui donc font une forme de photosynthèse avec un autre pigment que la chlorophylle et qui apparaissent donc de cette couleur. Mais justement, ça paraît tout simple dit comme ça, mais comment la lumière devient couleur ? Qu'est-ce que c'est que ce processus de pigmentation? Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont les pigments? Alors les pigments, là je vais vous parler de cyanobactéries, de bactéries, parler d'archées et d'autres organismes unicellulaires ancestraux. Les pigments aujourd'hui on les connaît surtout dans les végétaux, voire dans les animaux. Donc c'est vrai que pendant des millions d'années, les pigments c'était un petit peu la spécialité des bactéries, puis quand les formes de vie au fur et à mesure de l'évolution se sont complexifiées, que sont apparus des organismes pluricellulaires à base de plusieurs cellules, de plus en plus complexes, etc., la photosynthèse est finalement restée sur certains règnes, notamment dans le règne végétal. Et donc les végétaux aujourd'hui sont surtout connus pour être le règne qui pratique de la photosynthèse. Même si il existerait des animaux qui peuvent le faire, mais c'est notre histoire, on va pas s'attarder là-dessus. Concentrons-nous sur les végétaux, on va rester sur le fait que les végétaux font la photosynthèse. Alors comment ça se passe? On le sait, les végétaux apparaissent en majorité verte, tout simplement avec le pigment majoritaire qui est la chlorophylle, ou plutôt les chlorophylles. En parlant de pigments, ça vaudra pour tout ce qui va suivre durant cette conférence, on parle de famille de pigments, et donc il y a différentes molécules qui appartiennent à cette famille, il y a différents types de chlorophylle qui existent, chacune avec leur petite spécialité, qui sont regroupées parce qu'elles se ressemblent d'une certaine manière d'un point de vue chimique. Alors les chlorophylles, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des molécules, donc des pigments, des molécules pigmentaires qui vont être capables de capter l'énergie de la lumière pour utiliser cette énergie afin de créer des processus métaboliques pour créer des composés organiques. Donc littéralement, elles vont prendre l'énergie de la lumière pour créer du sucre, des glucoses, qui vont servir à la croissance de la plante. Et elles nous apparaissent donc vertes, tout simplement, parce qu'elles absorbent surtout dans les couleurs de longueur d'onde qui ne sont pas vertes. Donc toutes les couleurs sont absorbées, donc elles ne nous reviennent pas à l'œil. Une seule couleur est filtrée, le vert n'est quasiment pas filtré par les chlorophylles, donc il n'y a que le vert qui nous arrive, qui parvient dans notre rétine, donc on le voit vert, tout simplement. C'est pour ça que les pigments ont une couleur, en fait. La couleur que les pigments ont, c'est tout simplement la couleur qu'ils n'absorbent pas.
Alors les chlorophylles apparaissent en majorité vertes pour la simple et bonne raison qu'elles vont surtout être situées à la surface des feuilles, hein. C'est vraiment les spécialistes du captage de l'énergie lumineuse, donc elles seront à la surface en première ligne face aux rayons de la lumière. Mais ces chlorophylles ne fonctionnent pas seuls, et elles sont loin d'être les seuls pigments qui sont contenus dans les végétaux. D'ailleurs les végétaux, même les feuilles, peuvent prendre des couleurs très variées, hein. Elles ne sont pas toujours vertes. On retrouve d'autres familles pigmentaires. Parmi les principales, on a notamment les caroténoïdes ou les flavonoïdes. Vous n'êtes pas obligé de retenir les noms, hein. Voilà. Et en fait, ces pigments-là vont avoir un fonctionnement qui ne sera pas forcément dans l'utilisation de l'énergie de la lumière, mais plutôt dans un fonctionnement métabolique. C'est-à-dire que les chlorophylles, elles sont si efficaces à capter l'énergie de la lumière, elles sont tellement à fond dans ce qu'elles font, qu'elles peuvent finir par endommager les tissus de la plante si jamais elles ne sont pas un petit peu régulées. Elles vont créer des radicaux libres, elles vont créer des réactions chimiques qui peuvent en quelque sorte un petit peu dégénérer ou endommager les tissus s'il n'y avait pas d'autres molécules derrière pour un peu rattraper le coup. Ces molécules-là sont donc des pigments complémentaires, des carotènes ou des flavonoïdes. Ces pigments-ci, d'ailleurs, n'ont pas spécialement vocation à capter l'énergie lumineuse, même s'ils le font aussi un petit peu. Et ils auront des couleurs différentes parce qu'ils vont donc absorber dans les couleurs que les chlorophylles n'absorbent pas, pour compléter tout ça. Notamment, les carotènes, qui absorbent surtout dans le bleu et le vert, vont apparaître plutôt dans le jaune et le orange, parce que ce sont les couleurs qu'elles laisseront passer. Pour les flavonoïdes, notamment, elles vont plutôt capter aussi l'UV, le bleu, donc elles absorbent aussi les ultraviolets, ce qui est efficace pour protéger la plante, mais ça, nous, on ne le voit pas. Et elles vont renvoyer du rouge, du violet. En fait, tous ces processus pigmentaires qui se passent un peu à l'intérieur de la plante et qui ne vont pas vraiment être directement liés à la lumière, un peu secondairement, disons, on parlera plutôt de photomorphogénèse. On est sur un fonctionnement cellulaire métabolique. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans tous ces pigments, on a des familles de pigments qui contiennent plusieurs molécules, des dizaines, des centaines de molécules différentes, que ça crée des cocktails au niveau des plantes qui auront, elles, des modes de vie différents aussi. Il y aura différentes espèces, elles vont être à différents endroits, sur différents types de sols, ce qui va amener à des cocktails différents. Et ces cocktails pigmentaires différents, en fonction des couleurs renvoyées, créeront toute une nuance de couleurs, des palettes de couleurs différentes. Et c'est un petit peu ce qu'on peut observer chez les végétaux. Déjà, toutes les feuilles vertes ne sont pas le même vert. Il y a différents types de vert aussi. Et au niveau d'autres structures végétales, sur les végétaux les plus modernes, comme les plantes à fleurs, on retrouve beaucoup plus de couleurs sur les parties reproductrices, que ce sont les fleurs, justement, au niveau des pétales ou au niveau des fruits, qui vont avoir aussi des couleurs assez pétantes. Et ça, le fait d'avoir des couleurs assez pétantes qui sont différentes du vert, eh ben, c'est assez pratique pour interagir avec le monde animal. Parce qu'on parlait jusqu'ici des végétaux, mais il y a aussi des animaux. Et il est temps de parler des animaux. Parce que les végétaux ont cette particularité d'être ce qu'on appelle autotrophes. C'est-à-dire qu'ils captent l'énergie de la lumière, et ça leur suffira pour arriver à synthétiser leurs molécules organiques qui serviront à leur fonctionnement, en tout cas pour la plupart. Les animaux, eux, ils vont devoir consommer d'autres organismes pour récupérer un petit peu ce dont ils auront besoin au niveau chimique pour leur fonctionnement. C'est-à-dire un animal qui ne se nourrit pas, il va mourir. Une plante, si elle a de l'eau, quelques nutriments du soleil, ça va aller. Alors, effectivement, ces interactions avec le monde animal, on l'a vu déjà, rien que le fait que la plante vive dans différents milieux, dans différentes conditions, sous différents climats, etc., ça peut créer déjà toute une palette de nuances différentes. Les interactions en plus avec le monde animal vont créer des pressions de sélection complémentaires qui vont faire qu'il va y avoir encore plus de nuances possibles qui vont arriver, notamment au niveau des fleurs ou au niveau des fruits. Parce que, effectivement, les animaux et les plantes sont très liés, notamment par des interactions écologiques bien connues. On parle par exemple de pollinisation. Quand il s'agit de pollinisation, l'interaction est directe entre la plante et l'animal. Il va y avoir un intérêt mutuel, on est sur une interaction mutualiste. Et on peut le voir ici d'ailleurs, ces fleurs-ci, qui font partie des pissenlits, sont en réalité bicolores. Alors nous on ne le voit pas tout simplement parce qu'on n'est pas l'espèce concernée par la communication de ces plantes. Ces plantes-là communiquent avec des insectes pollinisateurs. Notre lumière visible, nous, s'étend
du rouge au violet, mais on ne voit pas l'infrarouge ni l'ultraviolet. Les insectes pollinisateurs, en revanche, ont un spectre lumineux un spectre visible un petit peu décalé. Ils ne voient pas le rouge, mais ils vont voir jusqu'à l'ultraviolet. Les pissenlits sont bicolores, ils sont jaunes et ultraviolets. Sur une photo retouchée et qu'on passe en mode vision d'abeille, on s'en aperçoit. Il y a effectivement une concentration de pigments au niveau du centre des fleurs qui absorberont les UV et donc que les abeilles, en tout cas les insectes ou les autres animaux capables de percevoir les UV, verront dans une couleur différente, une couleur que nous on ne pourra jamais imaginer tout simplement parce que c'est une couleur qui n'existe pas pour nous. En gros, les fleurs vont guider les pollinisateurs vers les structures reproductrices, vers le pollen, vers le nectar aussi, parce qu'il y a aussi l'odeur qui attire les insectes, afin de pouvoir faciliter la reproduction et la pollinisation. C'est en quelque sorte un message, une forme de communication entre les organismes en passant par l'ultraviolet dans ce cas précis. Mais il n'y a pas que l'ultraviolet qui va servir aux plantes à communiquer avec les animaux. On va retrouver effectivement des pigments de la famille des flavonoïdes que sont les anthocyanes, qui sont des pigments qui vont donner une couleur plutôt rougeâtre, violacée. Et cette couleur a une très grande importance, parce que comme je vous l'ai dit, les insectes, pour la plupart, ils peuvent voir les UV certes, mais ils ne voient pas le rouge. Or, sur des jeunes pousses, sur des jeunes arbres, pour certaines espèces en tout cas, les jeunes feuilles peuvent avoir une teinte rouge et vont être riches en concentration d'anthocyanes qui va vraiment leur donner cette coloration. Et donc elles seront bien moins visibles par les insectes herbivores et phytophages, ce qui leur donne une certaine forme de camouflage. Bon, c'est pas forcément non plus hyper efficace, mais suffisamment pour avoir été sélectionné. On le retrouve encore aujourd'hui, il y a des plantes dont les jeunes pousses, les bourgeons, vont apparaître plutôt rouges. Ça peut servir de camouflage contre les herbivores, tout en servant bien sûr à d'autres fonctions. On l'a vu, ces pigments qui apparaissent rouges ont aussi des fonctions métaboliques au sein des plantes. Alors effectivement, ce mode de camouflage marche bien, même si ce n'est pas le seul moyen de défense. Les plantes, en plus de ça, développent aussi d'autres molécules, souvent des molécules qui sont toxiques pour certains animaux, ou délicieuses pour d'autres, hein. Ça dépend de ce qu'on consomme, hein. Si on prend du romarin, ça va être toxique pour des mouches, nous, c'est plutôt bon. Mais toujours est-il que là on n'était pas sur des pigments. Si on reste sur les pigments, ces pigments rouges peuvent servir à double communication. Là on parlait de camouflage. Au contraire, ils peuvent être aussi utilisés pour rendre les parties de la plante extrêmement visibles. Parce qu'à l'inverse des insectes, les oiseaux et les mammifères voient plutôt bien le rouge. Et discriminent plutôt bien le rouge par rapport à d'autres couleurs. Ce qui fait que donner une couleur rouge à certaines parties de la plante, que ce soit les fleurs ou les fruits, vont permettre de les rendre visibles pour ces animaux-là. Par exemple, les fleurs rouges dans les arbres, en tout cas dans les pays tropicaux, ce seront des fleurs qui seront souvent pollinisées par des colibris. Cette couleur les rendra visibles pour les oiseaux, parce que ce seront leurs interactions de pollinisation. Ils ne chercheront pas à attirer les insectes. Les fruits, par exemple aussi, quand ils seront bien mûrs et prêts à être mangés, quand les graines à l'intérieur arriveront à maturité, auront une belle couleur rouge, ce qui les rendra visibles pour les oiseaux et les mammifères frugivores. Alors quel intérêt d'être visible pour se faire manger? Eh bien pour la forme du fruit, c'est extrêmement important, puisque la graine qui est à l'intérieur sera consommée, elle passera dans le système digestif de l'animal, et pendant que l'animal vaquera à ses occupations, fera sa vie, la graine sera toujours à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle finisse par sortir par les voies naturelles. Et à ce moment-là, la graine sortira dans un nouvel espace, avec des matières fécales, ce qui va faire un terreau plutôt sympa pour elle pour commencer sa germination, et ce qui permet d'assurer un processus de dispersion. Le processus de dispersion, c'est ce qui va permettre à des individus, donc apparaître un flux de gènes en fait, dans le paysage, c'est-à-dire que les individus se reproduisent et disséminent leur progéniture un petit peu partout. Pour les plantes, comme elles ne peuvent pas bouger, elles seront obligées d'avoir besoin d'autres vecteurs de dispersion. Ici ce sont les animaux frugivores, pour d'autres plantes ça peut être le vent notamment. Des plantes qui vont disperser leurs graines avec le vent ou avec l'eau. Et c'est pour ça que on retrouve rarement des plantes, les graines de pissenlit par exemple n'ont pas de couleur parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir une couleur pour disperser avec le vent. Ici ces fruits là, s'ils ont une belle couleur, c'est qu'ils ont besoin d'être mangés, ils ont besoin d'être vus et consommés. C'est encore une fois une interaction mutualiste.
Alors on le voit, hein, finalement, ces interactions végétales, animales, on peut en être aujourd'hui à peu près certain. Percevoir son environnement visuel, percevoir les couleurs, percevoir la lumière, c'est extrêmement important. Ça donne beaucoup, beaucoup d'informations. Donc pour les animaux, être capable de voir les couleurs, de distinguer des couleurs, de percevoir de la lumière, eh ben c'est ce qui va leur permettre d'avoir beaucoup d'informations et donc d'améliorer aussi leur survie. Donc c'est un avantage sélectif majeur d'arriver à voir. Et bien sûr, dans le monde vivant, il y a une grande, très grande diversité de formes d'yeux et de perception des couleurs, etc. Même si nous, on aura du mal à imaginer ce qui se passe dans la tête d'autres animaux qui voient, on peut être à peu près certain que ça représente un certain avantage. Nous, par exemple, en tant qu'humains, alors, comment se passe la vision? On a dans nos yeux des cellules qu'on appelle des photorécepteurs qui vont tout simplement être capables de capter certaines formes de longueur d'onde, donc certaines formes de couleurs. Nos photorécepteurs, nous en avons 3 généralement, sauf en cas de daltonisme ou autre. Les 3 photorécepteurs, ce seront donc du rouge, du vert, du bleu, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les écrans LCD, hein, et c'est à partir de ces couleurs-là qu'on peut reproduire l'entièreté de notre spectre visible, en fonction de la quantité de chacune qu'on met, sur une forme de synthèse comme ceci. Alors nous, donc, nous avons 3 types de photorécepteurs, nous sommes trichromatiques, c'est pas le cas pour tous les animaux, certains animaux en ont 2, d'autres en ont 4, parfois il y en a qui en ont 5, parfois 6. Le record, en tout cas connu à ce jour, revient à la crevette menthe, donc on peut dire les crevettes menthes, il y a plusieurs espèces de cet ordre-là, donc l'ordre des stomatopoda, qu'on retrouve dans les océans, et qui disposent, en fonction des espèces, entre 12 à 16 photorécepteurs. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de discriminer 12 à 16 couleurs différentes. Et c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'elles voient? C'est ça qui est impressionnant. Leur œil est d'une complexité assez folle, parce qu'en plus de percevoir jusqu'à 12 à 16 couleurs différentes, elles peuvent aussi percevoir la polarisation de la lumière. En gros, la lumière a un sens, on va pas s'attarder trop là-dessus, mais ça fournit encore des informations supplémentaires sur leur environnement. Leur œil est extrêmement perfectionné. Alors leur œil est extrêmement perfectionné, c'est plutôt pas mal, mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup de photorécepteurs, est-ce que le fait d'avoir un œil extraordinaire qui peut distinguer le fuchsia du rose bonbon, est-ce que ça a vraiment une grosse importance? En fait, ça va dépendre surtout des organismes et de leur mode de vie. Parce que quand on vit par exemple dans la nuit, on s'en fiche un petit peu de voir les couleurs, c'est pas ça qui va être important. Il sera plus important de bien distinguer des contrastes, de bien distinguer du mouvement, voire de ne pas chercher à distinguer grand chose et de se concentrer plutôt sur l'ouïe ou sur l'odorat. Alors, pour étudier ça, on peut prendre l'exemple du renne. Le renne arctique, donc qui vit au niveau du cercle polaire, une zone du globe où les jours et les nuits ne sont pas du tout dans le même cycle que l'on a ici. On peut avoir des jours qui vont durer des mois, des nuits qui vont durer des mois. Comment faire à ce moment-là pour arriver à avoir un œil qui peut à la fois bien voir le jour et à la fois bien voir la nuit? Et bien l'œil tout simplement se transforme. Chez le renne, c'est ce qu'on observe. Il va avoir l'œil qui va prendre 2 formes en fonction des saisons. L'œil d'été, c'est un œil qui sera plutôt détendu et qui aura une couleur plutôt brun or. On va dire c'est la forme basique de son œil. Et en hiver comme ici, son œil va se contracter, en tout cas la rétine va se contracter, ce qui aura pour effet de rendre le tissu cellulaire du fond de la rétine, qu'on appelle le tapetum lucidum, le rendre un peu plus resserré, ce qui va par rebond des rayons lumineux les enfermer dans sa rétine, ce qui va lui fournir plus de luminosité. Et ça, c'est ce que font déjà, c'est une structure oculaire qu'ont déjà beaucoup d'animaux, comme les chats notamment. Il suffira de les éclairer dans la nuit pour voir leurs yeux briller. Et c'est tout simplement les rayons lumineux enfermés dans l'œil qui vont y stagner en quelque sorte et fournir une meilleure luminosité la nuit. Donc leur œil s'adapte à ça. Et en conséquence de quoi, cette contraction du tissu, eh bien, va faire apparaître l'œil bleu. Alors pourquoi? C'est un phénomène d'iridescence, hein. Donc c'est la manière dont sont renvoyés les rayons qui peuvent fournir une autre couleur. C'est pas du pigment, mais ça on va y revenir. Pour bien y voir la nuit, on peut aussi voir avec autre chose que ses yeux, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qui a été développé par d'autres espèces, ce qui a été sélectionné par d'autres espèces. Certains serpents,
parmi les boïdés, les pitons, certains vipéridés aussi, ont ce qu'on appelle des fossettes thermosensibles sur les bords du museau. Ce sont des structures qui vont être capables de capter la température. Alors pourquoi la température permet d'y voir? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un rayonnement infrarouge. Rappelez-vous, le rayonnement infrarouge fait partie du spectre électromagnétique. Il est de l'autre côté des ultraviolets. Et les rayonnements infrarouges, eh bien, tout corps physique en émet. Nous, on émet des rayonnements infrarouges. Dès qu'il y a un dégagement de chaleur par rapport à notre métabolisme, on émet un rayonnement infrarouge. Le bâtiment émet un rayonnement infrarouge, même s'il est quasiment négligeable par rapport à celui d'êtres vivants. Donc ceci, en captant ces différences de variation de température, les serpents vont être capables de reproduire une image thermique de leur environnement. Ce qui fait qu'ils peuvent y voir, entre guillemets, la nuit. Ils n'utiliseront pas leurs yeux, mais ils peuvent reconstruire une image de leur environnement à partir d'un autre sens. Est-ce que ça veut dire qu'ils y voient les températures en couleur? Est-ce que leur cerveau transforme cette information en couleur? On ne le saura sans doute jamais. Ce qui nous questionne aussi sur qu'est-ce que c'est que la couleur? Comment est-ce qu'on peut imaginer la couleur chez les animaux? Alors ce ne sera pas l'objet de cette conférence. Nous on veut plutôt se concentrer sur autre chose, c'est-à-dire pas sur la couleur dans la tête des animaux, mais sur la couleur sur le corps des animaux. Parce que les animaux perçoivent des couleurs, oui, mais ils vont aussi arborer des couleurs. Ils vont arborer des couleurs variées et diverses. Et c'est aussi ça qu'on veut comprendre. Pourquoi les animaux ont des couleurs? Alors on va en revenir à ça. Les animaux ont des couleurs déjà parce que ça peut être une conséquence de leur environnement. On le voit par exemple avec les oursins. Les oursins, ils passent leur vie à stagner un petit peu sur une zone de rocher. Et leur coloration, la coloration de leur test, de leur coquille, va dépendre des conditions environnementales dans lesquelles ils évoluent, en fonction de leur type de nourriture, en fonction de l'ensoleillement auquel ils vont être exposés, de la qualité de l'eau, etc. Une même espèce d'oursin pourra avoir différentes colorations. Parce que oui, rappelons-nous, les animaux, eux, ont besoin de consommer d'autres animaux, d'autres plantes, pour arriver à avoir dont ils ont besoin pour leur métabolisme. Et c'est justement souvent en consommant d'autres animaux, d'autres plantes, qu'ils pourront se faire leurs propres pigments. Et les pigments des animaux ne servent pas à la photosynthèse. Ils vont surtout servir un rôle physiologique, comme certains pigments des plantes. Notamment, un pigment qu'on a tous ici. Voilà. On a tous ce pigment ici, la mélanine. La mélanine, c'est un pigment qu'on retrouve chez énormément d'animaux, qui va servir notamment à protéger la peau des rayonnements. Plus on a de mélanine et plus on peut se protéger des excès de rayonnement trop énergétique de la lumière. Et c'est comme ça qu'on peut avoir pas mal de différences pigmentaires entre des individus d'une même espèce ou entre les différentes espèces tout court. Alors, cette mélanine, on va le retrouver concentrée au niveau de la peau, mais aussi au niveau des fanères, c'est-à-dire au niveau des poils, des plumes, des écailles, chez beaucoup d'animaux différents, que ce soit chez les amphibiens comme ici, mais aussi chez des reptiles, mais aussi chez les mammifères, chez les oiseaux, etc. En cas d'absence de ce pigment, on parle d'albinisme ou de leucisme. Ce sont des animaux qui apparaîtront blancs. Et en excès de pigment, on parlera de mélanisme. Les animaux apparaîtront noirs. Et bien sûr, il y a tout un entre-deux et tout un gradient de mélanisation différentes. Alors les couleurs des animaux, elles ont effectivement souvent une origine génétique au niveau de leur métabolisation. Donc on va voir pas mal de différences de coloration qui vont apparaître à partir de ça, des différences génétiques entre les populations et entre les individus, mais on a aussi des phénomènes de sélection naturelle bien entendu. C'est-à-dire que dès l'instant où on a une couleur, eh ben on est visible ou pas. Et donc forcément, la prédation notamment sera un gros facteur de sélection au niveau des couleurs du monde vivant. Parce que l'on soit une proie ou un prédateur, des deux côtés ça fonctionne, la capacité à se fondre dans son environnement, ça va être indispensable à la survie. Un prédateur qui se fait détecter, il va pas manger. Une proie qui se fait détecter, elle se fera manger, mais dans tous les cas ça va impacter la survie des deux côtés. Donc, il y a une forme de sélection des couleurs aussi qui peut se faire à ce niveau-là. Je vous ai mis l'exemple de ce phasme. C'est un petit phasme qui vit sur des buissons, on le voit ici, hein, donc sur deux espèces de buissons qui ont parfois des lignes blanches sur elles, parfois pas. Et ça a été étudié dans les années 2006 justement. Les phasmes au sein de différentes populations auront deux formes différentes. Des formes avec des bandes blanches sur le corps et des formes sans. Et si jamais on les change de buissons sur lesquels ils vivent, eh ben ils se font beaucoup plus manger, beaucoup plus détecter. Voilà.
Alors, évidemment, il faut que la couleur corresponde à son environnement, si on veut éviter d'être vu. Ça, c'est pour si on veut se camoufler. Mais on peut aussi jouer un autre jeu, on peut aller plus loin que le camouflage et adopter la stratégie du mimétisme. Et le mimétisme, ce n'est plus on se rend moins visible, mais c'est on fait croire que l'on est autre chose. Donc à ce moment-là, ça donne justement lieu à toute une nouvelle possibilité de sélection de couleurs, comme c'est le cas avec les fameuses menthes orchidées, qui sont des petites menthes qui vivent en Indonésie, qui elles vont être mimétiques de fleurs. C'est-à-dire que elles vont pas se camoufler sur les fleurs, elles vont pas se rendre moins visibles sur une fleur. Elles vont faire croire que elles, dans leur entièreté, c'est une fleur. Que leurs pattes sont des pétales, que leur abdomen est un gros pétale exactement. Voilà. En plus de ça, elles vont aussi sécréter des phéromones qui vont ressembler aux odeurs des fleurs, donc encore plus pour tromper les insectes pollinisateurs. Et elles vont juste attendre, comme ça, qu'une abeille vienne se pointer devant elle et croyant arriver sur du nectar, va juste arriver entre ses pattes. Mais donc la menthe fait bien croire qu'elle-même est une fleur. Ce qui donne lieu à de nouvelles formes de sélection, avec le mimétisme. Alors, le mimétisme, c'est sans doute ce qu'il y a de plus efficace pour passer inaperçu dans le monde vivant. Je vais donner l'exemple de la prédation, on peut l'avoir dans tous les sens. En tout cas, les experts dans le domaine, ce sont les céphalopodes, notamment donc les poulpes et les seiches, qui vont être capables de contrôler leur pigmentation au niveau cellulaire. Donc au niveau des cellules, donc nous avons des pigments qui sont souvent concentrés dans des petits organiques dans nos cellules, et dont la concentration peut varier, etc. Nous, par exemple, on peut avoir notre concentration de mélanine qui varie sur notre peau. Si on bronze, c'est ce qui se passe. Pour les poulpes et les seiches, ça peut aller beaucoup plus vite. En quelques secondes à peine, elles sont capables de modifier les concentrations de pigments dans leurs cellules, donc dans leur chromatophore, ce qui peut changer radicalement leur aspect en quelques secondes à peine, et elles peuvent alors se fondre dans des environnements très différents. Là, on la voit ici, cette pieuvre se camoufle dans un récif. Elle pourrait tout aussi bien s'étaler et prendre la couleur du sable juste à côté, qu'elle serait tout aussi bien camouflée. Alors au contraire, c'est une forme de stratégie, mais au contraire, le fait de ne pas être vu, c'est intéressant pour des prédateurs qui se basent sur la vue, mais bon, il y a aussi l'odeur, il y a aussi le bruit. Parfois, la meilleure stratégie, c'est aussi d'être vu. Parce que malgré tout, ne pas être vu, ça marche pas toujours. Être vu, ça peut fonctionner. Notamment chez les dendrobates, ces fameuses grenouilles sud-américaines qui ont des couleurs extrêmement vives, même si ce n'est pas les seuls animaux à avoir cette stratégie. Les dendrobates, leur système de défense, c'est d'être vu. Alors pourquoi? Pourquoi être vu? Tout simplement parce qu'elles vont avoir une forme de toxicité. Ces grenouilles vont être toxiques pour leurs prédateurs. Et dès qu'un prédateur aura mangé un animal avec une couleur très vive, très visible, très contrastée aussi souvent, eh ben il se souviendra de son expérience. Il se dira, plus jamais je mange ça. Ce qui fait que sur le long terme, eh bien, les populations de prédateurs apprennent à ne plus consommer des proies qui ont ces couleurs. Ce qui fait que les individus qui ont ces couleurs sont aussi sélectionnés, etc. Et donc la coloration protège l'ensemble des individus qui partagent cette couleur. Et donc on a des animaux qui se montrent en disant voilà, je suis toxique, donc ils seront protégés tout simplement par la couleur qu'ils auront. Et cette couleur doit être effectivement une couleur très visible. Ça ne peut pas être une couleur un petit peu visible, il faut vraiment que ça pète, il faut que ce soit vu, et pour ça on aura donc souvent du rouge ou du jaune. Parmi les espèces qu'on a, parce que là je mets une grenouille, c'est mignon, mais parmi les espèces qu'on a vers chez nous, on en a énormément. Beaucoup d'espèces ont recours à ces signaux qui sont aujourd'hui quasiment universels dans le monde vivant. On peut citer les coccinelles, qui sont toxiques et qui sont rouges. Ou alors les guêpes, les frelons notamment, qui vont être rayés rouge et noir, parce qu'ils ont un venin. Les exemples sont innombrables. Et donc effectivement, c'est aussi ça qui participe à la coloration du monde vivant. Alors je l'ai dit rapidement, mais c'est vrai que arborer ces couleurs, ça permet de protéger tous les individus qui partagent ces couleurs. Et bien forcément, ça autorise aussi la triche. Il y a des individus, enfin des espèces, qui ne vont pas du tout être toxiques, mais qui savent que en arborant ces couleurs, elles seront protégées. Enfin, qui savent, pardon, la sélection permet ça. Et on a ainsi donc des espèces mimétiques, non pas mimétiques de leur environnement, mais mimétiques d'autres espèces, et qui seront protégées en copiant un peu ce code de toxicité. Ici nous avons une mouche qui va copier une guêpe, mais cette mouche est parfaitement inoffensive. Alors, tout ne repose pas sur la prédation dans le monde vivant.
Effectivement, le fait de manger ou être mangé, ça reste un gros facteur de sélection, mais il y a aussi un truc qui va être, je pense, plus important, la reproduction. Ah, et dans le vivant, voilà, soit on est mangé, soit on est mangé, soit on se reproduit, soit on se reproduit pas. Je pense qu'on peut résumer peut-être 95% de ce qui vit là-dessus, hein. Mais alors, on a vu déjà la prédation qui pouvait fournir toute une palette de couleurs différentes. Il en est de même au niveau de la reproduction. Pourquoi? Tout simplement parce que la prédation, ça va être une forme de sélection, mais la compétition aussi. Et souvent, les individus sont en compétition quand il s'agit de se reproduire. Parce que chacun cherchera à se reproduire avec le meilleur individu. On veut avoir le meilleur parti pour sa descendance, les meilleurs gènes. Et comment détecter ça? Comment savoir qu'un individu est meilleur que les autres? Alors il y a tout un tas de possibilités. Ça peut être par du combat, etc. Mais pour beaucoup d'espèces, ça peut être par des parades nuptiales. Et c'est vrai que quand on imagine parade nuptiale dans notre tête, on s'imagine des oiseaux flamboyants, on s'imagine le carnaval de Rio dans la jungle. C'est un petit peu ça, hein. Généralement, il s'agit de montrer énormément ses qualités. Et ça passe beaucoup par le côté visuel. Pourquoi? Eh bien, parce que, je l'ai dit, les animaux doivent récupérer leurs composés organiques dans leur environnement. C'est-à-dire que pour être capable de métaboliser beaucoup de pigments, eh bien, il faut être capable de consommer beaucoup de pigments. Et pour consommer beaucoup de pigments, ça veut dire qu'on est quelqu'un, on est, pour cet exemple particulier des guppies, ça veut dire qu'on est un poisson qui est capable de bien se nourrir. Un poisson capable de bien se nourrir, c'est un poisson qui survit bien, qui chasse bien, qui récupère de la nourriture, etc., qui est en bonne santé. Voilà. Plus les couleurs seront belles et éclatantes, et plus on a le signe d'un individu qui est fort et en bonne santé, tout simplement. Et c'est pour ça que par des processus de sélection, les couleurs pourront être de plus en plus éclatantes, même les parures seront de plus en plus éclatantes. Pour certains oiseaux, les plumes seront de plus en plus grandes, hein. On peut imaginer le paon, qui a des plumes de queue qui atteignent des tailles faramineuses, simplement parce que ce sera de plus en plus valorisé, d'être le plus beau, le plus grand, etc. Hop. Alors, voilà, soigner son apparence quand on est en compétition une fois de temps en temps, quand il s'agit de se reproduire, oui, ça sert. Mais quand on est un animal qui est plutôt social, si on parle par exemple des mandrilles, comme on a ici, qui vivent en groupe, les couleurs sont aussi très importantes pour transmettre des informations. Parce que connaître le statut des autres individus, on se dit par exemple celui-ci a des plus belles couleurs, il aura peut-être plus de chances que moi pour se reproduire, etc. C'est une chose. Mais dans un groupe social, où les interactions sont souvent un petit peu chaotiques, où les rapports de dominance doivent se faire, et donc il peut y avoir des combats entre les individus pour savoir qui sera le dominant, qui sera le dominé, etc. Se combattre régulièrement dans un groupe social, c'est pas forcément quelque chose de rentable pour le groupe. Ça creuse des blessures, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le mieux étant quand même de limiter au maximum les interactions négatives entre les individus, et c'est pour ça que le signal peut se transmettre aussi par la couleur à ce niveau-là. Chez les mandrilles, ce sera la couleur du museau, en tout cas l'intensité de la couleur du museau, qui sera associée au statut de dominance. Plus l'individu sera fort, plus il aura une couleur forte, ce qui veut dire que les autres individus, en voyant la couleur, sauront à qui ils auront affaire, et ils vont peut-être pas s'y frotter si jamais ils ne se sentent pas de taille, ce qui permet de maintenir une hiérarchie dans le groupe aussi à ce niveau-là. Ça se retrouve chez d'autres espèces bien sûr. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tous ces processus qui ont été détaillés en termes de prédation, de reproduction, d'information, de communication, etc., ils ne sont pas exclusifs. On peut les retrouver chez une même espèce à des degrés divers. Et quand on parle de couleurs dans le monde vivant, forcément, on en vient forcément à parler du caméléon, en tout cas du caméléon panthère dans cet exemple précis, qui est un petit peu l'espèce la plus classique quand on veut représenter un caméléon de toutes les couleurs. Mais ce qui est intéressant chez les caméléons, donc les caméléons dans leur ensemble, avec toutes les espèces qui existent, c'est que le rapport à la couleur a eu des formes diverses, suivant les différentes sélections, les différentes espèces qu'il y a eu. Par exemple, chez le caméléon du désert en Namibie, c'est un caméléon qui va surtout changer de couleur pour passer du blanc au noir. Tout simplement parce qu'il maximise l'énergie reçue par le soleil en fonction de s'il fait nuit ou s'il fait jour. Dans un désert, l'écart de température entre la nuit et le jour il est immense. Et donc le caméléon sera plutôt blanc le jour pour renvoyer beaucoup de lumière, pour capter vraiment aucune énergie lumineuse, pour éviter de trop chauffer. Et la nuit plutôt noir pour justement au contraire essayer de garder au maximum le moindre rayonnement qui pourrait lui parvenir. C'est une forme de, voilà, tout simplement d'optimisation thermique.
la couleur du caméléon. Mais ici, dans cet exemple précis avec les couleurs très vives, on est justement au contraire sur une forme de communication. C'est une forme de communication qui peut servir pour des parades ou pour les intimidations. Ici, on est sur une posture d'intimidation où il s'agit de montrer sa couleur, de montrer sa force en variant les couleurs, ou même des fois de transmettre des messages plutôt spécifiques en variant une couleur d'une partie du corps en particulier. En fait, la communication chez les caméléons peut être extrêmement complexe et elle est encore assez méconnue. On a clairement un langage de couleurs. Mais on va pas avoir le temps de détailler ça encore plus ici. Il va falloir conclure. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les couleurs qui existent sur Terre sont principalement une construction de notre cerveau. Ça, effectivement, on perçoit notre environnement, on les interprète comme ceci. Mais elles existent pour énormément d'espèces animales et végétales dans tous les cas. Elles sont le reflet, finalement, des différentes formes d'évolution qu'il y a pu avoir, des différentes interactions écologiques qui ont pu mener à toute la diversité du vivant. Alors d'un point de vue d'écologue, finalement, moi, si jamais je devais résumer un monde coloré aujourd'hui, je vous dirais qu'un monde qui est rempli de couleurs, c'est un monde qui est rempli de poison, de drague, de tricherie, de faux semblants et d'intimidation. Certes, on pourrait dire ça comme ça. Mais j'ai quand même envie de finir, étant donné que ça va être la dernière conférence, on va finir sur une note poétique et même littéraire, en citant Marcel Proust, qui nous disait qu'au final, la beauté n'est pas dans les couleurs, mais bien dans leur harmonie. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Si vous voulez en apprendre plus sur l'écologie scientifique et comprendre pourquoi certaines choses sont ainsi dans le monde, peut-être que vous avez déjà croisé notre exposition juste à côté. Vous pouvez sinon retrouver toutes nos productions sur le site adnaturam.org, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, je vous écoute.